L'immigration est devenue le grand thème des politiques gouvernementales et du discours des différents partis politiques depuis quelques mois, voire quelques années. Un petit peu partout en Europe, mais aussi outre-Atlantique, comme on le sait, avec les propos de Donald Trump concernant le Mexique. Il m'a paru donc tout à fait, comment dirais-je, urgent d'essayer de comprendre un petit peu ce que fut l'immigration de la communauté la plus importante, en tout cas à un moment donné, dans notre pays, ici même, la Belgique, en interrogeant la spécialiste de l'immigration italienne au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle. Il s'agit bien sûr d'Anne Morelli, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles, où elle a enseigné, entre autres choses, l'histoire contemporaine et plus particulièrement la critique historique. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, et je ne citerai ici, pour ne pas être, comment dirais-je, trop ennuyé nos auditrices et nos auditeurs, d'autant plus que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent sont essentiellement français et françaises. Je ne citerai donc que les ouvrages qui se rapportent immédiatement aux propos de ce jour. Parmi ces ouvrages, il y a donc, dans l'ordre, la participation des émigrés italiens à la résistance belge, publiée une première fois en 1983, et réédité cette année même en italien, donc en 2018. Il y a également un ouvrage plus ancien, enfin non, chronologiquement il est postérieur de 4 ans, mais qui n'a pas été réédité à ma connaissance, publié en italien, Fascisme et antifascisme dans l'émigration italienne en Belgique, 1922-1940, c'était sa thèse de doctorat, sauf erreur de ma part, donc voilà, hors caméra on en parlait, et cette thèse faisait plus de 1000 pages. Oui. C'était les thèses à l'ancienne, comme on n'en fait pour plus. Pour les haltérophiles. Voilà, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Enfin, un ouvrage intitulé « Les Italiens de Belgique, histoire au singulier, histoire au pluriel, 2 siècles de migration », publié en italien en 2004, avec, je crois, ces 3 ouvrages-là, on va, je dirais, à l'essentiel de votre production sur votre étude de l'Italie, ou plutôt des Italiens en Belgique au XXe siècle. Il y en a d'autres, bien entendu. J'en ai oublié 2, publiés tout à fait récemment. Recherche nouvelle sur l'immigration italienne en Belgique, 2017. Et enfin, cette année même, Retour sur Marcinelle. Alors j'espère cette fois-ci avoir été complet, en tout cas pour le sujet qui va nous préoccuper. À côté de ça, Anne Morelli a publié de nombreux autres ouvrages et elle a dirigé également des ouvrages qui sont bien connus des Belges et du grand public belge. Anne Morelli, je vais donc vous poser un certain nombre de questions avec comme objectif, bien entendu, d'éclairer le public qui regarde cette chaîne le plus régulièrement, c'est-à-dire des professeurs d'enseignement secondaire, des professeurs d'histoire, belges, mais aussi et surtout peut-être français. Première question, ce sera la suivante. Quelles sont les origines de la communauté belge, la communauté italienne en Belgique, et quels sont les motifs de l'émigration, donc hors de l'Italie, pour arriver en Belgique avant la Première Guerre mondiale? Eh bien, nous n'allons pas remonter jusque Jules César, évidemment, mais disons qu'au XIXe siècle, il y a en Italie des mouvements révolutionnaires. Il y a ce qu'on appelle le Risorgimento, et dans certains cas, eh bien, les révolutionnaires qui sont vaincus, puisque l'unité de l'Italie ne se fera qu'en 1870,
Les révolutionnaires vaincus vont choisir l'exil et pour un certain nombre, ils vont choisir la Belgique. Donc en 1830, sur les barricades de la révolution belge à Bruxelles, il y a déjà des Italiens qui sont ce qu'on pourrait appeler des exilés politiques. Il y en a certains qui sont pauvres, il y en a d'autres qui sont dans l'aisance, comme les Arconati Visconti. Il y a aussi des gens qui vont avoir un impact dans notre société en étant des libéraux qui vont être fondateurs de l'Université libre de Bruxelles, ou comme M. Gatti, Giambattista Gatti, un réfugié italien dont la fille, Isabelle Gatti de Gamon, va créer le premier enseignement pour filles en Belgique qui ne donne aucun cours de religion, qui est dégagé de toute influence religieuse. À côté de ces gens qui sont là pour des raisons politiques, il y a beaucoup de pauvres gens. Lorsqu'on voit la situation dans Bruxelles des Italiens avant la guerre de 14, on voit qu'ils sont pour la plupart situés dans des quartiers très populaires. Et le cliché, je dirais, qui l'emporte à ce moment-là, ce sont des joueurs d'orgue de barbarie, avec un petit singe, ils chantent en rue, un petit peu comme on a pu le voir dans Sans famille d'Hector Malot. Le personnage de Rémi n'est pas du tout étranger aux réalités de la communauté italienne avant la Première Guerre mondiale. Nous avons des rapports de police de la ville de Bruxelles où des agents disent « J'ai arrêté un petit marchand de statuettes qui n'osait pas rentrer chez son patron parce qu'il n'avait pas vendu assez de statuettes et qu'il avait peur d'être battu. Je l'ai emmené au poste de police, j'ai prévenu le patron, il n'est pas venu le rechercher, finalement je lui ai donné à manger, je lui ai fait dormir en dessous de ma table, etc. » Il y a toute une population très pauvre, avec des enfants qui ont été, non pas volés, mais achetés à leurs parents en Italie, des familles qui ont tellement d'enfants qu'ils sont heureux de se débarrasser de quelques-uns d'entre eux. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui explique qu'il va y avoir un véritable tournant au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc après 1918, dans le nombre d'Italiens qui vont arriver en Belgique? Y a-t-il, comme vous l'avez expliqué déjà pour le XIXe siècle, certains qui viennent pour des raisons politiques, ou pour l'essentiel, ces immigrés italiens en Belgique arrivent pour des raisons économiques? Alors, il y avait déjà au XIXe siècle une immigration de travail italienne. Par exemple, les chemins de fer du Luxembourg belge, les rails ont été posés par des Italiens. On a des photos de ces Italiens avec des prêtres. Alors, bien sûr, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on faisait venir des Italiens? Et pourquoi est-ce qu'il y avait des heurts avec la population locale? Parce que les premières mentions d'Italiens dans les archives des affaires étrangères ici à Bruxelles, ce sont des heurts entre des luxembourgeois belges, des gens du Luxembourg belge et des Italiens, parce qu'ils travaillaient pour moins cher, évidemment. Et donc, c'est une main-d'œuvre de concurrence, on organise la concurrence, et les Belges ne voient pas d'un bon œil arriver cette migration de travail. Et après la Première Guerre mondiale, le phénomène s'amplifie. Il y a des régions d'Italie qui sont dans une grande misère, notamment ce qu'on oublie, c'est que c'est le nord qui est dans une grande misère. La région de la Vénétie, les champs de bataille du nord de l'Italie sont pour des paysans dans un état lamentable, et ils cherchent à émigrer, et notamment vers les mines belges. Donc ça remet peut-être en question un préjugé ou une image type, un stéréotype que l'on peut avoir quant à l'immigration italienne quand on ne connaît pas du tout le sujet, en imaginant que ce sont plutôt
des Italiens qui viennent de ce fameux mezzogiorno pauvre que nous avons tous en tête. Non, ils viennent là du nord et ils ne viennent pas de Sicile ou de la région qui se trouve la partie méridionale de l'Italie. Non, les Italiens du sud et des îles viendront tardivement en Belgique. C'est ça, voilà. Mais c'est intéressant de voir la chronologie. Et ce sont massivement ces gens de la Padanie et de Vénétie qui viennent en Belgique. Alors, ce sont des émigrés économiques, mais bien souvent, ils sont à la fois des politiques et des économiques. Je m'explique. Lorsque Mussolini a pris le pouvoir, il y a eu des grandes grèves. En 1922, donc. Oui, en 1922, il y a eu de grandes grèves, par exemple dans les chemins de fer. Eh bien, tous ceux qui ont participé aux grèves sont licenciés. Oui, mais ça fait des dizaines de milliers de personnes qui sont sur des listes noires et qui donc ne peuvent plus espérer retrouver du travail. Et donc, ce sont les premiers qui sont intéressés à partir à l'étranger. Et vous avez donc un mélange d'économiques qui se sont politisés et de politiques qui sont réduits à une situation économique difficile ici en Belgique. C'est parfois à l'occasion d'un enterrement qu'on découvre que tiens, ce mineur qu'on vient d'enterrer, c'est en fait l'ancien directeur d'un orphelinat en Italie, mais qui a été licencié pour des raisons politiques, parce qu'il était socialiste, ou communiste, ou anarchiste, et qui a été forcé de prendre la route de l'exil, et qui n'a rien trouvé d'autre comme métier que de se faire mineur. Et donc on découvre ça au moment de ses funérailles, parce que là, il n'a plus rien à craindre et ni à échapper, et que son cercueil est entouré d'un drapeau rouge. Et vous parlez de drapeau rouge, mais si je vous ai bien lu, vous écrivez dans un de vos articles à ce sujet qu'on a calculé, ou on a pu établir des statistiques selon lesquelles un tiers des membres du Parti communiste belge étaient composés d'Italiens. Alors, effectivement, les forces du Parti communiste italien sont importantes, surtout après que le Parti communiste belge se soit débarrassé de tous ses opposants, disons pour faire facile, trotskistes, en 1928. Et à ce moment-là, les communistes italiens ont un poids important, puisque les Belges ont expulsé un grand nombre des leurs, et les communistes italiens sont bien organisés en Belgique. On estime que leur journal était tiré à 3000 exemplaires, ce qui est énorme quand on pense que la population italienne de Belgique est de 30 000 personnes à ce moment-là. Et la presse italienne en Belgique, en général, avait une diversité incroyable. Il y avait un journal des communistes fidèles à Moscou, mais il y avait un journal des communistes oppositionnels, il y avait des journaux anarchistes, il y avait toutes les factions politiques qui étaient interdites en Italie se retrouvent dans l'immigration. Et est-ce qu'on trouve aussi des journaux fascistes? Bien sûr, parce que le gouvernement fasciste fait de gros efforts pour s'accaparer les sympathies de la population italienne de Belgique, de ses ouvriers, et ces efforts, c'est notamment dans le domaine, je dirais, sanitaire. Il y a des soins médicaux gratuits pour les Italiens, il y a des écoles gratuites à Bruxelles, mais aussi à Genk, à Charleroi, à Liège. Il y a des écoles italiennes, depuis le jardin d'enfants jusqu'au lycée pour l'école de la rue d'Livourne à Bruxelles. Et ces écoles sont totalement gratuites. On va chercher les élèves en bus. On est dans l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ils reçoivent des vêtements, naturellement c'est une chemise noire, mais enfin, c'est tout de même un vêtement. Oui. Et ils vont gratuitement en vacances en Italie. Évidemment, c'est dans des camps de vacances où ils apprennent à marcher au pas et à crier Viva il Duce, etc. Mais pour des parents pauvres, c'est une tentation. Et donc il y aura des heurts dans les gares lorsque partent ces trains pour l'Italie où des antifascistes essaient d'empêcher les trains de partir.
Et ces autorités fascistes ont aussi créé en Belgique une presse fasciste, soit ouvertement presse fasciste, soit presse des missions catholiques. Parce que les prêtres italiens en Belgique dans l'entre-deux-guerres sont davantage des missionnaires de Mussolini que des missionnaires de Dieu. Et ce sont eux, par exemple, qui font la récolte des alliances pour aider l'Italie fasciste à surmonter la crise d'Éthiopie. Et ils rendent après, ce sont les prêtres italiens qui rendent après des alliances en fait, en disant aux pauvres gens qui ont donné leur alliance en or, cette alliance est encore plus de valeur puisqu'on y a ajouté l'amour de la patrie. Et donc, il y a des tensions dans la communauté entre ces fascistes et ces antifascistes. Alors, pourquoi au fond les antifascistes sont-ils arrêtés en masse le 10 mai 1940 par les autorités belges? Il faut peut-être rappeler à l'attention de nos auditrices et auditeurs français ce qui se passe le 10 mai 40. Alors le 10 mai 40, la Belgique est envahie. Et en fait, il y a déjà depuis longtemps des listes qui ont été établies par le consulat d'Italie des antifascistes. Et ces listes sont transmises aussi à la police belge qui, le 10 mai 40, arrête des Italiens dangereux. Alors c'est très curieux parce qu'on pourrait imaginer que ce sont les fascistes qui sont dangereux. Mais il n'y a pas un fasciste italien qui est arrêté. Dans les Belges, oui, De Crelle est arrêté, des nationalistes flamands sont arrêtés, mais les Italiens antifascistes sont arrêtés. Et certains vont même être fusillés à Abbeville en France. Il y a un malentendu et les troupes françaises tuent un certain nombre de ces antifascistes, dont un certain Lazzarelli, qui était l'espoir des jeunesses socialistes italiennes, qui avait fait beaucoup pour l'Espagne républicaine, dans laquelle les Italiens s'étaient fort impliqués. Et donc, le 10 mai 40, il y a ces arrestations. Et puis, pendant la guerre, cette liste va être transmise aux autorités allemandes qui vont aller arrêter systématiquement tous ceux qui sont déjà listés comme étant des antifascistes. Et soit ils seront remis à l'Italie, envoyés dans les îles, soit ils partiront en déportation en Allemagne. Mais alors, ça veut dire que les activistes fascistes, même s'ils n'étaient pas très nombreux quantitativement par rapport aux antifascistes italiens en Belgique, eux n'ont pas été inquiétés le 10 mai 40? Ils n'ont absolument pas été inquiétés, les fascistes italiens. C'était d'excellents collaborateurs de la police des étrangers, de la sûreté, et ils étaient en plus couverts par une immunité diplomatique, étant donné que ce sont des agents de l'ambassade. Mais ça nous informe quand même sur le régime politique belge, peut-être à ce moment-là, parce que ou pas du tout, je ne sais pas. Est-ce que ça mérite quand même une réflexion ou pas? Parce que bon. Il y avait une sympathie du régime politique belge en général pour l'Italie fasciste. Il y avait des informations qui circulaient, ça je l'ai très bien vu dans les archives, parce que la sûreté belge demande à l'Italie la photo de tel ou tel subversif, comme on dit, et il y a une très bonne collaboration entre les différents services, tandis que, évidemment, il n'y a qu'une frange de l'opinion belge, la gauche socialiste, les communistes et les quelques anarchistes qu'il y a ici en Belgique qui vont soutenir les antifascistes italiens dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre aussi. Et au fond, d'un point de vue, je dirais, symptomatique, je ne dis pas que c'est un problème de fond, mais d'un point de vue symptomatique, est-ce que comment dirais-je, le mariage de la fille du roi Albert, donc de la sœur de Léopold III avec le prince héritier italien,
à l'époque mussolinienne, parce que ça s'est fait à l'époque mussolinienne, a-t-il favorisé le rapprochement des deux monarchies, parce qu'on sait que Léopold III n'était pas un grand démocrate quand même. Alors ce mariage était fait dans ce sens-là. C'était les deux monarchies chrétiennes qui existaient encore après la guerre de 14. Donc si Marie-Josée devait épouser un prince catholique, elle n'avait pas beaucoup de choix, évidemment. C'est un mariage qui est arrangé depuis qu'elle est petite. Elle sait qu'elle va se marier avec le prince Umberto. Mais c'est un mariage très intéressant d'un point de vue de l'immigration, puisque la fête de fiançailles va être gâchée parce qu'un jeune antifasciste va venir à la colonne du Congrès de Bruxelles tirer sur le prince Umberto. Et ça, c'est en quelle année? En 29. En 29. En 29, ce jeune antifasciste qui s'appelle De Rosa est en fait soutenu par toute l'immigration antifasciste en France notamment, par d'anciens ministres, par le comte Sforza, par tous des gens prestigieux. Et c'est lui qui tire. Et en fait, il sera condamné à une peine légère. Il sortira assez rapidement de prison. Et il partira en Espagne combattre dans les brigades internationales et il meurt sur le front de Madrid. C'est un parcours qui est un parcours symptomatique de cette époque. C'est ça. Et alors, que devient la communauté, si je ne parle pas des antifascistes en tant que tels, mais la communauté italienne pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors, elle s'est plus que jamais explosée en deux parties rivales. Il y a d'une part les fascistes qui sont dans une extrêmement bonne situation. On a des photos de la rue de Livourne avec le théâtre du consulat actuel où il est marqué « croire, obéir, combattre ». Et puis vous avez des Allemands en uniforme avec les Italiens en uniforme qui font là des festivités communes. Et ceux qui sont inscrits au parti fasciste reçoivent en outre des colis alimentaires spécifiques, ce qui est très important évidemment pendant la guerre, extraits de tomates, pâtes, etc. D'autre part, les antifascistes sont massivement entrés dans la résistance belge. Et c'est le sens de ce petit livre que nous venons de republier en italien, la participation des Italiens à la résistance belge. Elle a été importante, notamment dans les régions de mines, où il y avait beaucoup d'Italiens qui travaillaient dans les charbonnages, qui ont fait évader des prisonniers soviétiques, qui ont volé de la dynamite, qui ont fait des sabotages. Et le tribut payé par la communauté italienne à cette résistance est un tribut lourd, parce qu'il y a des dizaines d'exécutions, il y a des dizaines de déportations, et je dois dire avec une certaine fierté que je suis fille d'un déporté italien qui a été condamné pour fait de résistance et envoyé en déportation, mais qui, fort heureusement, a survécu puisque je suis né bien après la guerre. Entendu. Alors, nous allons maintenant parler des années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de l'accord entre l'Italie et la Belgique du 20 juin 1946. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je voudrais savoir si les faits de résistance des Italiens pendant la guerre a eu un impact dans l'opinion publique belge, ou au contraire, finalement, on ne s'en est pas souvenu, et que quelque part, voilà, c'est bien dommage, mais... c'est encore pire que vos deux hypothèses. Ah. C'est-à-dire que des tas de gens qui ont reçu des décorations comme déportés, comme résistants, etc., ont été expulsés de Belgique après la guerre, parce que c'était un témoignage de leur engagement politique. Et vous savez bien que la loi prévoit que les étrangers sont tenus à la réserve politique. Et donc, dans le livre, nous avons beaucoup d'exemples de gens qui, après la guerre, ont été expulsés
pour ces raisons-là, parce que dans l'enthousiasme de la libération, ils avaient dit, mais oui, bien sûr, j'ai participé à ce groupe. D'ailleurs, j'étais membre du Parti communiste depuis 1926. Quoi? Vous avez dit ça, hein? C'est une raison pour être expulsé, évidemment. Et on a reconnu comme résistants que ceux qui avaient mené une action patriotique désintéressée en faveur de la Belgique. Donc ceux qui avaient par exemple distribué de la presse de résistance, mais en italien, a été reconnu comme résistant, il fallait que ça ait un caractère patriotique belge. C'est très intéressant ce que vous dites, d'autant plus qu'on va voir après la guerre ce qui va se passer, hein, et on va voir peut-être les réactions des Belges à l'arrivée massive quand même de travailleurs italiens. Est-ce que vous pourriez rappeler quels étaient les termes de l'accord entre l'Italie et la Belgique en juin 1946? Alors, en juin 1946, on dit d'habitude la Belgique avait besoin de main-d'œuvre. C'est faux. Hein, il y avait du chômage, il n'y avait pas eu des pertes énormes d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Il y avait du chômage, mais dans les régions minières, les gens qui vivaient là refusaient les conditions qui leur étaient faites. Ils refusaient de redescendre à la mine dans ces conditions-là. Et Van Acker, qui était Premier ministre et ministre responsable du charbon, qui est à l'époque une énergie essentielle pour la relance économique, va penser d'abord à des mesures de stimulation pour les gens qui voudraient retourner à la mine. Ils ne devront pas faire de service militaire, ils auront une pension anticipée, ils auront des bons pour aller à la mer, prendre le bon air, des bons de ravitaillement spéciaux. Ça ne marche pas, les Belges ne sont pas dupes. Deuxième étape, on tente autre chose que la carotte, c'est le bâton, c'est de dire, il y a un projet dans ce sens-là, c'est de dire ceux qui sont allés ne fût-ce qu'un jour dans la mine sont réquisitionnés pour retourner dans la mine, et s'ils ne retournent pas à la mine, c'est comme s'ils étaient déserteurs. Et comme déserteurs, on les arrêtera et on les mettra dans les chefs-lieux, dans les prisons des chefs-lieux de province. Ça ne marche pas non plus. Après tout, les Belges, ils préfèrent être à la prison de Mons, chauffés, logés, nourris, que de mourir d'un coup de grisou ou de silico dans le borinage. Et donc, on essaie aussi la propagande. On a fait des petits films qu'on passait dans le 4e degré, mineur, quel beau métier. Et puis quand les gamins revenaient à la maison, ils disaient « Maman, je veux faire mineur », les femmes qui savaient ce que c'était le métier de mineur disaient « Tu feras tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas mineur, tu devras passer sur mon corps pour aller à la mine. » Donc c'est ça la raison pour laquelle il n'y a pas de main-d'œuvre dans les charbonnages belges. On aurait pu améliorer les conditions d'hygiène, les conditions de sécurité dans les mines belges, les salaires, mais ça aurait coûté de l'argent. Et ce qu'on veut, c'est continuer à maintenir l'actionnariat dans ces bonnes conditions. Et donc la solution, c'est de faire venir des gens d'ailleurs qui acceptent les conditions que les Belges ne voulaient pas. Et ça explique qu'ils ne sont pas trop bien accueillis, bien sûr, et qu'on cache leur arrivée. À Liège, les Italiens n'arrivent pas à la gare centrale, mais ils arrivent à la gare de Vive-Nice, qui est une gare de marchandises. On les amène là en cachette, et de là on les amène dans des camps, qui sont les camps d'anciens prisonniers soviétiques et puis allemands. Et donc la population belge les voit à juste titre comme des concurrents qui viennent accepter une situation que durement ils ont refusé parce qu'ils sont bien organisés, fortement syndicalisés, etc. C'est ça. Question d'ingénu, je vous pose, je suis historien, mais je suis ici pour éclairer les choses, donc je préfère poser des questions d'ingénu. Y a-t-il eu, comme en France, une participation des communistes
gouvernement d'union nationale juste après la guerre, parce que les communistes étaient auréolés, je puis dire, de leur rôle pendant la résistance, et puis l'URSS avait quand même joué un rôle dans la libération de l'Europe. Est-ce que, à ce moment-là, il y a eu des, comment dirais-je, des réactions quand même des communistes belges, ou peut-on dire que non, là ça a été un gouvernement de classe, où très clairement le politique était associé au patronat, à la bourgeoisie. Voilà, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé. Enfin, en vous entendant, on a l'impression que c'est tous unis, le patronat et le gouvernement à ce moment-là. Effectivement, les communistes ont participé dans l'après-guerre à des gouvernements d'union nationale. Il y a notamment eu Terf qui a été ministre de la reconstruction, et leur action a été extrêmement cadenassée. Notamment, Terf voulait donner aux prisonniers étrangers ou juifs le même statut de déportés que les Belges, en disant la souffrance ayant été la même, le statut doit être le même. Et il y a eu une opposition à cette proposition de Terf. Et dans le domaine économique, eh bien, ils sont cadenassés par une espèce de ceinture, je dirais, qui les empêche d'avoir des propositions alternatives. Et il y a des choses très curieuses. Il y a par exemple des affiches communistes qui disent il faut augmenter la production. C'est essentiel de participer... Comme en France à la même époque. Comme en France à la même époque. Nous sommes dans le gouvernement, l'essentiel c'est d'améliorer la situation économique, et de là viendra une amélioration de votre condition. Et donc on voit une statistique qui monte, et les communistes poussent à augmenter la production. Mais il y avait des mouvements de rébellion, je dirais, qui étaient tenus à l'œil très strictement, et notamment par Vanacker, qui est socialiste, et qui fait dénoncer des communistes italiens qui, dès leur arrivée, avaient eu une action d'activistes. Et donc, au fond, Vanacker joue un peu le même rôle, je ne dis pas par rapport aux dénonciations, mais que comment dirais-je, que le socialiste Jules Mock en France, qui va être à l'origine de la répression des ouvriers un peu plus tard, je crois. Mais enfin, bon, c'est un peu la même attitude, je dirais, des socialistes français, enfin, en tout cas de Jules Mock, mais qui faisait partie de la SFIO, et de Vanacker en Belgique. Au fond. Et on fait venir des étrangers, ce qui casse le mouvement de revendication. En fait, voilà. C'est un peu comme des jaunes, des briseurs de grève. Ils arrivent là. C'est l'armée de réserve, quoi. Ils ne savent pas naturellement pourquoi ils sont là, mais ils vont le découvrir rapidement. Et en fait, dans le dernier livre que j'ai coordonné avec un jeune collègue, Nicolas Verscure, qui s'appelle Retour sur Marcinelle, il y a un jeune historien italien qui a été recherché qui étaient les mineurs victimes de Marcinelle. On parle toujours d'un village qui s'appelle Manopello, où il y a eu beaucoup de victimes. Oui. Et il a été recherché qui étaient ces victimes de Manopello. En fait, ce sont des mineurs là-bas en Italie. On oublie qu'il y avait des mines en Italie, notamment dans les Abruzzes, des mines d'asphalte. Et ces mineurs ont fait une action très longue et violente contre la fermeture de leurs mines, contre les licenciements qui ont eu lieu, etc. Et les activistes ont été mis à la porte. Ils sont sur une liste noire. Et dès qu'ils découvrent qu'il y a moyen d'aller en Belgique, ils sont les premiers à partir en Belgique. Et je crois, de mémoire, donner ces chiffres, sur 23 jeunes gens
venant de Manopello, 18 étaient membres du Parti communiste. C'est ça. Et il y en avait même un qui était déjà, c'était un tout jeune, mais il était le maire d'une fraction de la commune. Donc, ce sont quoi? Ce sont des réfugiés, et que ce sont des exilés économiques, ou bien ce sont des réfugiés politiques? En fait, il y a vraiment un aspect politique à l'émigration économique vers la Belgique qu'on oublie toujours. Il y a eu, juste après la guerre en Italie, des mouvements très forts, très violents d'occupation des terres, des seigneurs, mais ces occupations n'ont pas réussi, et naturellement, tous ceux qui avaient participé à ces occupations étaient mis sur des listes noires, étaient empêchés de travailler, et donc se retrouvent ici en Belgique. Ce qui vous explique qu'en 1984, lorsque on peut voir pour qui votent les Italiens de Belgique, ils votent à 43,9% pour le Parti communiste. C'est ça. 43,9%. Ce qui vous explique aussi que beaucoup de Belges étaient hostiles à donner le droit de vote aux Italiens. Et donc, en fait, par rapport à la stratégie mise en place, puisqu'il y avait des mineurs belges, mais qui ne voulaient pas travailler dans ces conditions-là, juste après la guerre. Oui. Par là, je ne suis pas marseillais, on va y revenir. Hein. Au fond, ils n'étaient pas les jaunes qu'on aurait souhaité voir venir, puisqu'il y avait beaucoup de communistes parmi eux. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient potentiellement des briseurs de grève. C'est ça, c'est que rapidement, les patrons charbonniers et le gouvernement se rendent compte qu'il y a beaucoup de communistes et d'anarchistes parmi ceux qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont essayer de négocier avec l'Italie pour que l'Italie n'envoie pas ces anarchistes et ces communistes. Mais l'Italie est ravie de s'en débarrasser. Évidemment. Et oui. donc, l'Italie dit non, on ne fait pas de lien, on vous envoie le tout. Oui, bien sûr. Alors, la Belgique va organiser, les patrons charbonniers vont organiser une surveillance policière, mais en civil, dès le départ de Milan. Et on repère ceux qui, déjà dans le train, disent « on nous a vendu pour quelques sacs de charbon, hein, l'Italie est incapable de nous nourrir, alors elle nous expulse, etc. » Et ceux-là sont repérés et sont renvoyés immédiatement en Italie. C'est ça. De même qu'on renvoie en Italie ceux qui refusent de travailler dans la mine, parce que c'était bien clair que c'était 5 années renouvelables dans la mine. Et il y en a qui ne savaient pas ce que c'était ou qui travaillaient dans des mines à ciel ouvert et sont épouvantés de voir ce qu'on leur fait faire, qui disent non merci, je préfère retourner dans ma montagne avec mes moutons, je suis très pauvre mais j'ai le bon air. Ah ben ils ont signé, hein. Ils ont signé et il est marqué dans le contrat que si le travailleur rompt l'accord, il est enfermé dans la prison du chef-lieu de province et tous ces réfractaires sont réunis à Bruxelles dans un lieu qui a toujours eu une vocation étrange qui est le Petit Château. C'est ça. Et donc on attend d'avoir un groupe suffisamment important de réfractaires italiens pour les renvoyer en Italie. Et pour éviter qu'on leur envoie des communistes et des anarchistes, les patrons miniers vont organiser un recrutement parallèle. Ils vont aller voir au Vatican et vont organiser une filière vaticane qui, à travers les prédications dans les églises, recrute des hommes sûrs, des pères de famille ou des gens qui vont régulièrement à la messe, sont fidèles à la démocratie chrétienne, etc., et qui vont former l'autre moitié de la communauté italienne en Belgique. C'est ça. Et donc vous avez Don Camillo et Pepone en Belgique. Ça. Vous avez à la fois la mission catholique italienne, moi j'ai repéré dans les années 80 33 missions
en Belgique, qui chaque fois avaient leur église, leur bureau de mutuelle, etc., le syndicat chrétien, le journal du syndicat chrétien, etc. Et d'autre part, vous avez, mais de manière clandestine, le café qui, soi-disant, est un café italo-belge d'amitié, où on sait que ce sont les communistes qui se réunissent. C'est ça. Et donc vous avez une division de la communauté italienne en Belgique exactement semblable à ce qu'il y a en Italie avec Don Camillo et Beppo. Quand vous parlez des missions catholiques, je pensais, mais là c'est une simple parenthèse, hein, on va revenir à notre sujet bien entendu juste après, je pensais après 1989, donc c'est beaucoup plus récent que ça, le rôle que jouait la mission catholique polonaise rue Hôtel des Monnaies ici. Et je me souviens qu'on voyait à l'arrivée des tas de Polonais, il y avait plusieurs fois par semaine, il y avait des autocars qui arrivaient ici à la mission catholique polonaise. Et alors il y avait des tas voilà. Et alors ça évidemment... C'était le même genre. Casser un peu le marché de l'emploi aussi pour les travailleurs belges, évidemment, parce qu'on sait que les plombiers polonais, enfin peut-être pas seulement les plombiers, mais voilà, travaillaient dans des conditions différentes et surtout sur le plan salarial. En plus que c'était pas, j'imagine que c'était même pas déclaré. Donc voilà, que ce soit dans le bâtiment. La même chose dans le domaine italien, c'est-à-dire que les camions de la mine prenaient les ouvriers à la gare et les amenaient directement à la mission. C'est ça. Où là, le prêtre leur expliquait, et j'ai interviewé de ces prêtres, leur expliquait, ben voilà, il faut vous inscrire au syndicat, et c'est la CSC, et il faut vous inscrire à la mutuelle, c'est la mutualité chrétienne, et le service religieux, hein, et moi je peux servir d'intermédiaire, etc. C'est exactement comparable. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un petit peu quelles étaient les conditions mais les conditions de logement, vous en avez parlé en tout cas pour le début, en expliquant qu'en fait, ils arrivent en fait dans ce qui est quasiment les anciens camps de concentration russes qui avaient, voilà, et donc ils sont dans des conditions, voilà, et alors on a des photos que l'on trouve dans certains livres, de la cantine des Italiens. Ce sont des baraquements avec des tôles ondulées, des toilettes au fond du camp. Le camp, il est transformé en bourbier dès qu'il pleut. C'est ça. Et jusqu'en 1960, il y a plusieurs milliers d'Italiens qui habitent encore dans ces conditions-là. Mais au fur et à mesure, ils vont avoir accès au logement privé. Et ces camps vont se défaire, je dirais, petit à petit. Mais beaucoup d'Italiens tenaient à y rester. Pour quelle raison? Parce que c'était très bon marché. Ah ouais. Et leur idée, c'était de rentrer en Italie dès qu'ils auraient économisé suffisamment pour s'acheter quelques arpents de terre, une boutique, etc. Mais en général, ces rêves se sont peu réalisés. On considère généralement que 500 000 Italiens sont passés par la Belgique, mais c'est énorme, un demi-million. Au recensement de 1961, ils sont environ 300 000 à s'être installés en Belgique, mais il va encore y avoir des apports par la suite. Et que sont devenus ceux qui forment le solde? Mais soit ils sont rentrés en Italie, soit ils ont continué leur itinéraire, par exemple vers le Canada. J'ai été au Canada dans des associations italiennes où presque tout le monde avait été à un moment de sa vie mineur en Belgique. C'est ça. Alors il y a un événement dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la tragédie du bois du casier et ses conséquences. Vous avez évoqué tout à l'heure Marcinelle, mais est-ce que vous pourriez expliquer la place que ça a eue, je dirais, pour les travailleurs, pour les mineurs italiens eux-mêmes, et aussi peut-être aussi la révélation dans l'opinion publique belge. Alors, l'impact que ça va avoir.
Le petit livre que nous venons de publier, Retour sur Marcinelle. C'est quel éditeur? Chez Couleur Livre. D'accord. Éditeur Couleur Livre, cette année 2018. Oui. Ce petit livre essaie de casser un certain nombre de mythes autour de Marcinelle. D'abord que c'est une catastrophe. Bon, la catastrophe, ben, c'est un tsunami, une éruption volcanique, quelque chose d'inévitable. Alors c'est l'idée que ben, si le soldat part à la guerre, il meurt sur le front et que le mineur, ben, il a un coup de grisou, ou bien il meurt de silicose, ou bien d'un incendie. Ouais. Ben voilà, Marcinelle, c'est un de ces malheureux hasards. Et en fait, ce n'est pas un malheureux hasard, c'est une tragédie annoncée, si pas provoquée. À ce point-là. Dans ce sens que... Parce que là, vous y allez fort. Bon, oui. Mais non, mais ça m'intéresse de vous écouter, hein, parce que je n'ai pas lu ce livre encore. Donc, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui. Dans le sens où ce n'est pas vrai que ce soit simplement l'erreur humaine. On a mis tout le procès de Marcinelle a insisté sur le fait que c'était à cause d'un ouvrier italien qui a lancé un wagonnet alors que l'ascenseur n'y était pas, parce qu'il ne connaissait pas les codes, et que ce wagonnet a heurté des fils électriques, ça a fait un court-circuit, et ça a mis le feu à des conduites d'huile qui étaient juste à côté de ces fils électriques. Mais pourquoi n'est-ce pas la cause? Parce que la cause, c'est qu'il y avait dans la législation des inspections qui étaient prévues, mais qui n'étaient pas réalisées. Et notamment, cette installation électrique était extrêmement vétuste. Et il était interdit dans la plupart des mines de mettre côte à côte l'huile qui est hautement inflammable à côté de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'à Marcinelle, on n'investissait pas dans ces questions de sécurité? Parce que c'était déjà une mine qui était sur le point de fermer et que donc l'investissement ne valait pas la peine. C'était des actionnaires qui demandaient à avoir leur dividende. Et tout franc investi dans la sécurité était un franc qui était perdu pour les dividendes. Donc ça n'était pas rentable. Au point de vue de la sécurité, il y a eu des manquements vraiment très importants. Et d'autre part, au point de vue de l'entraînement qu'on pouvait faire pour les ouvriers. Celui qui a lancé ce wagonnet, c'est parce qu'il n'a pas compris les codes. Il y avait un coup, ça veut dire ça, deux coups, etc. On faisait un écolage élémentaire pour les ouvriers, parce que là aussi, un écolage d'un mois, c'était de l'argent perdu, puisqu'il ne rapportait rien pendant ce temps. Et donc, moi j'ai entendu des mineurs me dire, je suis arrivé en 1946, je suis arrivé à 1h30 au charbonnage, et à 2h j'ai pris mon service. Et on m'a dit, vous verrez bien en bas, on va vous expliquer ce qui va se passer. Et donc, ce sont des fautes graves qui étaient évitables, mais qui ont été commises par appât du profit. C'est ça. Et donc c'est l'appât du profit qui a tué les 262 mineurs victimes de Marcinelle, et pas le hasard de la mine. Et lors du procès, les arguments que vous évoquez ici, est-ce que ça a été évoqué ou pas du tout? Alors, le procès de Marcinelle est soutenu uniquement par des avocats communistes. Oui. Ce n'est que très tardivement que les syndicats veulent bien appuyer ce procès, et ce sont essentiellement des victimes italiennes qui acceptent de soutenir le procès. Et en fait, c'est un procès qui tourne en rond dans le sens où, d'une part, il est encommissionné très rapidement. Donc, au début, tout le monde est intéressé par ce procès, mais ça va devenir des commissions hyper techniques. Et qui est-ce qu'il y a dans ces commissions hyper techniques? Mais les mêmes gens
évidemment, qui sont dans l'inspection du travail, qui sont les ingénieurs responsables, etc., et qui veulent en aucun cas accuser l'un de leurs pairs. Et donc finalement, le procès de Marcinelle se termine en déboutant les victimes. Elles ont juste reçu le prix des vêtements que les ouvriers ont perdu ce jour-là, en plus de l'allocation obligatoire. Et les victimes ont été obligées de payer les frais du procès, puisque les victimes avaient perdu ce procès. C'est un procès de classe, alors qu'on aurait pu en faire le procès de l'appât du gain. D'accord. Alors, après 1956, l'immigration italienne est-elle encore présente? Et à côté de cette immigration, donc des gens qui arrivent d'Italie vers la Belgique, pourriez-vous nous donner un certain nombre d'informations sur la communauté elle-même? Comment vit-elle? Et alors, vous utilisez un concept qui est de votre cru et qui est celui d'ethnicité symbolique. Donc il y a deux questions ici. La première, porte sur l'immigration, et alors il y a d'autre part le mode de vie de la communauté italienne en Belgique, donc à partir des années 1960. Alors, après 1956, l'accord avec l'Italie est rompu, la catastrophe a eu lieu le 8 août. Le 10 août, vous pouvez déjà voir un article dans Le Soir qui dit « Les Italiens étant devenus trop difficiles pour leur main-d'œuvre, il va falloir aller chercher d'autres marchés de main-d'œuvre. » On pouvait soit améliorer la sécurité et l'hygiène, soit aller chercher des gens plus loin. Et ce seront en 1956 les Grecs et les Espagnols, et quand il n'y a plus assez de Grecs et d'Espagnols qui veulent venir dans les mines belges, ce seront les Marocains et les Turcs qu'on fait venir en 1964. Alors, on arrête souvent l'histoire des Italiens en Belgique là à tort. Et c'est le petit livre qu'on a consacré à Recherche nouvelle sur l'immigration italienne en Belgique, paru aussi chez Couleur Livre. Et c'est de prolonger cette histoire, parce qu'en fait, en 1956 ou 60, l'Italie n'a toujours pas fait son miracle économique, et surtout pas le Sud, et c'est pour ça que ça nous explique qu'à ce moment-là, ce sont des gens du Sud qui vont venir en Belgique non plus pour la mine, ou alors à titre individuel, mais pour d'autres industries, pour la sidérurgie, ou pour des grands travaux, pour être maçon, carreleur, plafonneur, etc. Et donc, l'immigration italienne va continuer pendant les années 60, 70, 80. Il va y avoir un court moment où l'économie italienne va relativement bien, où cette immigration stagne, mais puis elle va reprendre, et depuis 10-15 ans, il y a beaucoup d'Italiens qui migrent en Belgique chaque année. Des jeunes. Et pour quelles raisons? Alors, des jeunes, et pour des raisons économiques. Parce qu'il y a un chômage extrêmement important en Italie, que quand on dit chômage ici, ça veut dire toucher quand même quelques argent minimum. En Italie, ce n'est pas le cas. Et que donc ces jeunes acceptent de faire ici des travaux qui sont bien souvent sous-évalués par rapport à ce qu'ils ont comme diplôme. Il y a donc des jeunes Italiens qui ont des masters, des licences, etc., et qui viennent ici faire le garçon de café. Ah ben j'en connais, il y en a près d'ici qui ont des masters divers et qui travaillent à... Je ne vais pas citer les noms, parce que sinon ça va paraître suspect. Oui, oui. Et donc, cette émigration-là est bien réelle, et en fait, elle est niée en Italie. Tout récemment, Di Maio disait aux jeunes Italiens, n'émigrez pas. Le jour où on a commémoré Marcinelle, il disait, vous voyez à quoi ça mène, n'émigrez pas. Mais comment dire n'émigrez pas? Un jeune qui cherche du travail ardemment depuis des mois, sinon des années, et qui voit qu'il y aurait de la possibilité d'avoir un emploi
sans doute pas à son niveau d'études, mais qui lui permettrait de vivre ici. Et donc, cette réalité de la nouvelle immigration italienne en Belgique, elle a été récemment étudiée. Et ces jeunes sont aujourd'hui une partie importante de cette nouvelle immigration. Et ils forment des groupes. Il y a Jeunes Italiens de Bruxelles, la Commune de Bruxelles, etc., qui relie un certain nombre de ces jeunes. Alors, j'ai oublié de répondre à votre deuxième question. Voilà, je vous en prie. C'est ce que j'allais vous demander, hein, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ethnicité symbolique? Mais ça veut dire que, d'une part, j'insisterai sur le fait que lorsqu'on parle des Italiens en Belgique, on nous resserre chaque fois les mêmes 5 personnes. On nous montre Elio Di Rupo, qui a été Premier ministre, la reine Paola, qui serait une immigrée par regroupement familial, Adamo, Frédéric François, et l'un ou l'autre footballeur comme Enzo Scifo, etc. Et on nous dit, vous voyez, avec les Italiens, ça s'est toujours bien passé. Ces mensonges sur toute la ligne. Ça, ce sont les arbres qui cachent la forêt. En réalité, l'ensemble de la communauté italienne est plus au chômage que les Belges, mais beaucoup plus. Quand les Belges ont 9%, les Italiens ont 23% de chômage. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que ce sont des ouvriers dont les usines ont fermé. Si vous êtes un sidérurgiste, allez trouver une sidérurgie qu'elles sont toutes fermées, c'est impossible. Et bien sûr, on cherche des informaticiens, mais on ne devient pas informaticien en 6 mois en étant sidérurgiste. Donc, c'est parce qu'ils sont ouvriers, fils d'ouvriers, qu'ils sont surreprésentés dans le chômage. Mais ils sont surreprésentés aussi dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement technique. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont une habileté spéciale à mettre le carrelage ou à racler les parquets, mais parce qu'ils sont petits-fils de mineurs, fils d'ouvriers, et à leur tour envoyés vers des filières de ce type. Alors bien sûr, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais ce sont des exceptions. Il faut voir l'ensemble de la communauté. Alors, avant de vous laisser poursuivre sur la notion d'ethnicité symbolique, il y a quand même, parce que bon, il y a quand même plusieurs générations maintenant, on est à la troisième génération, quelque chose comme ça, oui, voilà, quand même une montée progressive sur le plan social. Parce que quand on voit, il n'y a pas quand même une certaine, entre guillemets, même si ce terme évidemment peut être très discutable, une certaine aristocratie ouvrière qui s'est dégagée, quand on voit par exemple le nombre de militants syndicaux, des syndicalistes qui portent des noms italiens. Il suffit de voir la télévision, que ce soit dans la région de Liège, dans la région de Mons, de Charleroi. Voilà, on voit beaucoup de syndicalistes qui portent des noms italiens. C'est pour ça que quand je parle d'aristocratie, je veux dire simplement des gens qui ne sont pas des anonymes. Dans ce sens-là, vous avez tout à fait raison. Mais regardez leur arbre généalogique, ce sont des gens qui ont dans leur ADN le père ou le grand-père qui était déjà très combatif. Ah, ça je ne sais pas, ça c'est vous me l'apprenez. Oui, d'accord. Et donc, oui, ils sont... C'est ça, ils poursuivent une tradition. Ils poursuivent une tradition, c'est Pépon, on est dans c'est ça, d'accord. Pépon est aujourd'hui délégué syndical, et des femmes aussi, chez Cora et autres, qui... Et même des conseils communaux. Des conseillers communaux qui sont au PTB, qui sont d'origine italienne, ça c'est tout à fait évident. Mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est représentatif. Qu'ils ont, par exemple, citez-moi une grande firme italienne créée par un immigré. Ils sont là depuis longtemps, hein, ils auraient pu créer... Ben non, il y a des petits commerces, il y a des petits artisans, ça oui. Et alors, ils ont monté d'un échelon, je dirais, bien sûr. Parce qu'il y a des plus pauvres, des plus noirs qui sont arrivés et qui acceptent les travaux qu'eux-mêmes ne veulent plus faire. Oui. Et dans le livre sur les recherches nouvelles sur l'immigration italienne, il y a l'exemple de Molenbeek. Figurez-vous qu'à Molenbeek, on parle toujours des Marocains, mais la deuxième nationalité, c'est les Italiens à Molenbeek.
et qu'il y avait un quartier italien à Molenbeek, le bas du canal, où mon propre père d'ailleurs travaillait. Il y avait en face le cheminisier qui s'appelait Mario, il y avait un café italien, etc. Cela n'existe plus. Les Italiens sont montés dans la commune, dans les beaux quartiers de Molenbeek, au boulevard Méthoï, au boulevard Marktens, etc. Alors leur ethnicité symbolique, c'est quoi? C'est que si vous entrez chez eux, vous pouvez voir que l'intérieur est un peu différent. Ils vont faire le café avec la maquinette, leur salle de bain est superbe, ils ont mis un argent fou là-dedans. Et pourquoi au fond la salle de bain? Mais parce que dans un pays où l'eau est rare, c'est un luxe. Oui. Ils ont recréé la maison des gens riches d'Italie. Ils arrachent le parquet pour y mettre du carrelage, parce que le carrelage c'est frais aux pieds quand il fait chaud. Même si en Belgique ça n'est pas tellement utile. Ils ont mis une vigne sur la façade. Nous avons fait aussi un livre qui s'appelle « Ça ressemble à l'Italie », qui reprend tous ces détails. Et alors, comment est-ce que vous pouvez repérer, par exemple, à Molenbeek, les Italiens au boulevard Méthoï ou au boulevard Marktens? C'est que quand l'Italie joue dans les grands matchs, vous voyez tout d'un coup, sur un building qui vous semblait un building il y a plein de drapeaux italiens. Vous voyez 25 drapeaux italiens surgir, parce que ça quand même, hein, c'est comme les spaghettis du dimanche. On va quand même pas manger un poulet frites le dimanche. On mange du poulet frites, d'accord. À Saint-Gilles, ici, c'est le drapeau portugais, surtout. Mais voilà. Hein, et donc l'ethnicité symbolique, c'est relié à certaines choses qui semblent ne pas pouvoir... Et la langue, alors? Est-ce qu'il y a toujours cet apprentissage, ou est-ce qu'après 3 générations, ça disparaît? Parce qu'on remarque souvent que c'est la 3e génération... D'abord, peu d'Italiens connaissaient l'italien. Ah oui, ils connaissaient le sicilien, le napolitain, le dialecte vénitien, le dialecte napolitain, sicilien, etc. Alors, il y a eu, pendant un temps, un gros effort qui a été fait par l'ambassade d'Italie, qui avait créé partout des cours d'italien pour les enfants de l'immigration. Et ça donnait de bons résultats. Je pourrais vous citer l'un ou l'autre député italo-belge qui a appris comme ça l'italien. Et le pape Bergoglio a appris en Argentine l'italien comme ça, grâce au cours du consulat d'Italie. Alors, comme partout, on fait des économies, et aujourd'hui, si vous voulez apprendre l'italien, oui, vous pouvez aller à l'ambassade, il y a un cours pour les hommes d'affaires, il y a un cours pour ceci, ça, payant évidemment. Donc, il n'y a presque plus de cours de ce type, et donc, il y a un trou là. Et j'ai une étudiante qui a fait son mémoire là-dessus, qui a analysé qu'en fait, les étudiants qui demandent à faire leur Erasmus en Italie sont très largement des étudiants d'origine italienne. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent aller en Italie? Pas tellement parce qu'il y a du soleil, parce que ils pourraient demander la Grèce ou l'Espagne, mais parce qu'ils veulent recréer un lien avec leur propre histoire et retrouver quelque chose de ce passé dont on leur a parlé, et ça ferait partie peut-être aussi de l'ethnicité symbolique, mais là ils réapprennent l'italien, de même qu'à l'université, le cours d'italien à l'université est suivi largement par des enfants de la 3e génération. Merci beaucoup. Nous arrivons tout doucement à la fin de cet entretien. Je vais commencer par rappeler 2 ouvrages très récents et puis je vous interroger peut-être sur vos projets que vous avez déjà annoncés en partie. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, je rappellerai que l'on peut trouver très facilement, puisqu'ils ont été édités ces 2 dernières années. D'une part, alors c'est sous votre direction ou dont vous êtes la seule auteur? Sous ma direction. Sous votre direction. Alors tout d'abord, un premier ouvrage qui s'intitule « Recherches nouvelles sur l'immigration italienne en Belgique », donc Couleur Livre 2017, et d'autre part, chez le même éditeur,
Retour sur Marcinelle 2018. Donc ça a été publié cette année-ci. Donc ce sont les deux ouvrages qui sont, je dirais, les plus récents dans votre bibliographie, oui, et que tout le monde pourra se procurer. Alors maintenant, vos projets, parce que je suis au courant, et un certain nombre d'entre nous sont au courant, mais vous avez une très longue carrière d'enseignant, d'ailleurs dans le secondaire, et puis très longuement ensuite dans l'universitaire. Et puis maintenant, vous allez vous retrouver devant un nouveau challenge, comme on dit. Vous allez vous retrouver avec du temps qui se libère dans votre vie. Oui. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous allez vous ennuyer, certainement pas. Donc, puisque vous accédez maintenant, je ne sais pas si on dit l'honorariat ou l'éméritat, je ne sais pas très bien comment on dit, mais donc vous allez avoir du temps libre, et comment vous allez à quoi vous allez le consacrer, et peut-être déjà vous avez des projets en cours, mais comment vous envisagez vos recherches, si vous comptez poursuivre des recherches, dans les années qui viennent, dans différentes voies, ou comment vous allez faire? Alors, en ce qui concerne les Italiens, ben, j'ai quand même une longue liste d'articles à rédiger, notamment sur un personnage de l'entre-deux-guerres, émigré ici en Belgique, qui s'appelait Battistini, et qui a retracé l'histoire des Italiens en Belgique au XIXe siècle. Donc de ces émigrés politiques qui venaient en Belgique. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un peu son miroir. Il retrace une histoire qui est la sienne aussi, à distance de trois quarts de siècle. Mais j'ai aussi un projet qui est un projet photographique. Je vous ai dit qu'on avait fait autrefois un ouvrage qui s'appelait « Ça ressemble à l'Italie » sur la maison des Italiens. C'était très amusant. Et j'ai un projet qui va me faire prendre pour une nécrophile, mais je voudrais faire un livre de photos qui s'appelle « La fin du voyage des Italiens » sur les tombes des Italiens. Parce que, en fait, donc Camillo et Peppone, on les retrouve sur leur tombe. Donc j'ai photographié déjà des tombes où il est marqué « Il lutta pour la paix et le socialisme », des tombes où il y a une faucille, un marteau, des tombes où il est marqué « Un autre camarade », etc. On n'a pas ni Dieu ni maître par hasard, non? Jusqu'à présent, je n'en ai pas vu, mais en Italie, oui. C'est plutôt français. Dans une ville anarchiste d'Italie, il y a un anarchiste qui avait fait mettre sur sa tombe « S'il vous plaît, ne priez pas sur cette tombe ». Ah oui, c'est ça. Mais ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Et d'autre part, vous avez les tombes avec des petits anges, avec des lampes de mineurs, avec la statue de la Sainte Vierge, avec toutes sortes de symboles religieux, et puis aussi parfois avec la photo de leur village, la carte géographique d'Italie avec leur village pointé. Donc il y a moyen d'analyser ça de façon, je crois, pertinente, et notamment d'analyser aussi la langue dans laquelle ils s'adressent aux passants, parce qu'il y en a qui écrivent en italien, il y en a qui écrivent en français, il y a les jeunes qui écrivent à mon nono et à ma nonna, etc. Et je pense que cette analyse sera assez intéressante pour clôturer l'histoire. Voilà. Mais alors, toujours est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de compléter, je dirais, ce travail-là par l'analyse, éventuellement même statistique, ou au contraire de contenu, des notices nécrologiques, parce que la manière dont on rédige les notices nécrologiques, ça appartient, je n'allais pas dire un genre littéraire, parce que le mot serait peut-être un petit peu fort, mais il y a plein d'éléments qui, outre le fait que ce sont parfois presque de véritables prosopographies, comme diraient des antiquisants, on trouve aussi des formules qui peuvent évoluer dans le temps, qui ne sont plus les mêmes, le fait que l'on cite certains membres de sa famille, pas d'autres, le lieu où va avoir lieu la cérémonie, des choses comme ça. Ça me vient à l'esprit suite à ce que vous dites. Mais en fait, les annonces nécrologiques, elles sont très peu nombreuses pour les Italiens, parce
ça coûte cher. En fait, si vous voulez faire mettre une annonce dans Oui, la oui, Libre oui, oui. Belgique ou le soir, vous en avez tout de suite pour une somme assez impressionnante. Et alors en Italie, on colle sur les murs l'annonce. On fait une grande annonce parce que l'enterrement, normalement, a lieu le lendemain de la C'est mort, ça, le jour d'accord. même. Voilà. Et donc on annonce, et ça on ne fait pas ici, mais d'autre part, il y a des firmes de pompes funèbres italiennes qui se sont établies en Belgique et qui au début s'occupaient de renvoyer en Italie les corps, et aujourd'hui elles enterrent aussi les Belges. Et alors elles les enterrent avec le même décor. Et donc le petit temple à colonnade qui était typiquement lié aux Italiens, et bien maintenant vous voyez dans le cimetière des Belges qui ont adopté cette forme. C'est une forme d'intégration des Belges aux Italiens. Et d'autre part, on trouve maintenant, ce qui était impensable quand ils sont arrivés, on trouve maintenant des Italiens qui se font incinérer. Alors qu'en Italie, c'est rarissime. Mais donc, ils ont pris la coutume belge. Donc là, il y a une réflexion à mener sur l'intégration après la mort. L'intégration après la mort. C'est très gentil. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre apport lors de cet entretien. Et je suis convaincu, j'en suis tout à fait certain, pour le grand public qui nous écoute, mais aussi le public des enseignants d'histoire, qu'ils soient belges, français et au-delà, parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens et de Marocains, de professeurs qui nous écoutent ici, voire d'Afrique subsaharienne, qui nous écoutent, et j'espère ainsi, avec Anne Morelli, avoir fait découvrir tout un pan de l'histoire de Belgique qui est tout à fait méconnu à l'étranger, dans la mesure où on a quelques informations sur l'histoire de Belgique. Un grand merci, un grand merci. Au revoir.